Notre deuxième intervenante, Stéphanie Boisvert, est professeure à l'École des médias, ici même à l'UQAM. Elle est membre du CRISIS et du Réseau québécois en études féministes. Ses recherches actuelles portent sur les services de télévision par contournement et les nouvelles formes de création médiatique au Canada, les phénomènes de sérialisation, de même que la représentation de la diversité culturelle, sexuelle et de genre dans les médias. Elle co-dirige actuellement un numéro spécial de la revue Kinéfanos intitulé « Au-delà de Netflix, penser la diversité des pratiques et plateformes de télévision en ligne ». Et elle a récemment co-dirigé avec Viva Paci l'ouvrage collectif intitulé « Une télévision allumée, les arts dans le noir et blanc du tube cathodique » aux presses universitaires de Vincennes. Alors, le thème de l'intervention de Stéphanie aujourd'hui, masculinité et analyse critique de la représentation des identités de genre dans les séries télévisées. Stéphanie, tu as la parole. Je te remercie aussi vivement de ta participation. Tu as la parole pour une quarantaine de minutes. Et après, on retrouvera Lisiane Lomazy et Scarine Le Gallo pour lancer le débat. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le CRISIS pour l'invitation. Vraiment ravie d'être ici avec vous ce matin. Une présentation en fait qui me permet de faire le bilan de plusieurs années durant lesquelles je me suis interrogée sur la manière dont on représente les masculinités à la télévision. Donc, en fait, ça me permet aussi de renouer avec mes premiers projets de recherche. Donc, en fait, notamment, je travaille sur beaucoup de séries télé. Je m'intéresse, comme il a été mentionné dans le résumé, à la question de la diversité sexuelle et de genre dans les médias de manière plus générale. Mais à la base, j'avais fait ma thèse de doctorat sur la représentation justement des masculinités dans les séries télévisées nord-américaines. Donc, à la fois québécoises, francophones, canadiennes, anglophones et états-uniennes. Donc, je vais notamment faire référence à ces recherches-là sur lesquelles je me suis concentrée pendant quelques années dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, mais aussi finalement faire référence à quelques exemples plus récents, puisque même si comme ça arrive souvent, après une thèse de doctorat, on a envie de se pencher sur d'autres sujets. On a envie aussi d'élargir nos horizons. Donc, c'est ce qui fait que j'ai un peu délaissé la question des masculinités, mais au bout du compte, on se rend compte rapidement qu'on ne la délaisse pas, cette question-là. S'intéresser à la représentation du genre dans les médias, c'est toujours aussi, en quelque sorte, selon une approche relationnelle, c'est toujours aussi, finalement, une façon de s'interroger sur la manière dont on pense les masculinités et les normes qui sont véhiculées à leur sujet. Alors en fait, comme vous voyez, je vais faire référence aussi, ma présentation va prendre une forme un peu différente, il va être vraiment question aussi d'amener des exemples un peu plus concrets et de faire référence à des résultats de mes recherches pour voir comment ces différents résultats-là aussi se rejoignent entre eux. Mais je dirais la première chose évidemment qui est fondamentale à rappeler, donc c'est cet a priori-là qui est à la base finalement des recherches que je vais vous présenter, c'est-à-dire que le genre, comme Yoann Agege l'a très bien présenté tout à l'heure, le genre est vraiment ici conçu comme une construction sociale. Et donc ça, c'est vraiment important à tenir en compte. Alors en fait, comme l'a bien montré Judith Butler dans ses travaux, les identités de genre ne sont pas des essences intemporelles, des identités intemporelles. Au contraire, ces identités sexuées sont constamment à faire et à refaire. Le genre est donc indissociable de formes d'action et d'actes performatifs. Autrement dit, bien que notre culture fasse en sorte que nous développions tous rapidement une conception assez évidente de ce que serait la masculinité, de ce que ça signifierait, il n'en existe pas de définition fixe. La masculinité, en fait, tout comme n'importe quelle autre identité de genre, doit constamment être performée pour advenir, comme le dit Butler, ce qui donne ainsi lieu à des définitions différentes et plurielles de la masculinité. Ça donne lieu à diverses positions identitaires dans différents contextes nationaux, différentes époques. Et comme l'a résumé Raewyn Connell, la masculinité est donc une configuration historique d'actes ou une configuration historique de pratiques situées, comme Yoann a dit tout à l'heure, et qui ne saurait donc être réduite à une définition simple et fixe. Il importe pour cette raison d'éviter toute conception essentialiste de la masculinité, toute conception figée des modèles de genre. Et donc, en fait, parce que là, ce qui m'intéresse dans mon cas, c'est vraiment cette question-là des représentations médiatiques. Donc, évidemment, une telle conception constructiviste et performative du genre a rapidement trouvé écho au sein des travaux en cultural studies et en études critiques des médias, parce qu'en fait, elle justifie la pertinence d'analyser la culture populaire, notamment les séries télé, que les gens consomment en grande quantité. Et, il y a une augmentation en fait même du nombre de séries télé qui sont regardées.
Donc, à l'encontre du réflexe premier qui consiste souvent à banaliser les fictions médiatiques et les séries télé en disant que c'est juste de la télé, c'est juste de la fiction, et dès lors en fait que leur fonction sociale se réduirait au divertissement, une conception constructiviste du genre part au contraire du principe que les représentations médiatiques, parmi d'autres discours, contribuent à la formation de visions du monde et des identités, et dès lors contribuent à la configuration, mais aussi potentiellement à la contestation de normes sexuées, en référence auxquelles les sujets vont pouvoir performer leur propre identité. Évidemment, sans tomber dans une vision déterministe des représentations médiatiques, c'est très important. Une telle approche vise néanmoins à reconnaître que les productions médias véhiculent des normes sexuées, véhiculent un répertoire plus ou moins grand et hiérarchisé d'identité et de sexualité qui orientent, sans jamais entièrement déterminer, nos propres performances identitaires, mais aussi, bien sûr, peuvent aussi influencer notre vision de l'autre et des autres. Comme l'a très bien résumé Teresa De Lauretis, donc les médias doivent en ce sens être appréhendés comme des technologies de genre qui détiennent le pouvoir de contrôler le champ des significations sociales et qui dès lors ont la capacité de produire, promouvoir et implanter certaines visions spécifiques des identités sexuées. Je la cite. The construction of gender goes on today through the various technologies of gender, e.g. cinema and also TV, and institutional discourses, e.g. theory, with power to control the field of social meaning and thus produce, promote, and implant representations of gender. But the terms of a different construction of gender also exist in the margins of hegemonic discourses, posed from outside the heterosexual social contract and inscribed in micro-political practices. These terms can also have a part in the construction of gender, and their effects are rather at the local level of resistances in subjectivity and self-representation. Et quand on voit cette notion-là aussi de résistance, de micropolitique du point de vue des représentations et de la possibilité aussi de construire des représentations en marge des discours hégémoniques reste toujours aussi possible, justement, pour les médias. Donc, évidemment, le but, c'est jamais, dans ce sens-là, d'essayer de définir une définition statique ou monolithique, justement, de la manière dont les médias représentent les identités de genre, mais de voir, en fait, aussi comment les médias contribuent à cadrer les significations. C'est ça, finalement, qu'il faut notamment analyser et mettre en lumière, et donc, en ce sens-là, reconnaître la dimension politique de la culture populaire. Donc, partant d'une telle conceptualisation de genre, une étude de la représentation des masculinités dans les séries télé apparaît hautement instructive, notamment de la manière dont les sociétés contemporaines conçoivent les masculinités et comment, à travers leur représentation, elles contribuent à véhiculer des visions normatives, voire hégémoniques, donc notamment des visions idéalisées, naturalisées et récurrentes des identités de genre. Mais plus encore, puisque les médias ne se contentent jamais de représenter un seul modèle de genre, ce serait assez spécial, l'analyse des séries télé révèle toujours plus que simplement des représentations hégémoniques. L'analyse révèle en fait comment les médias sont une arène où se confrontent différentes visions de la masculinité, mais des représentations qui sont hiérarchisées et traduisent de ce fait un certain état des rapports de pouvoir au sein de la culture. Alors, il me semblait important pour commencer de préciser aussi pourquoi se concentrer aujourd'hui sur les masculinités télévisées. Donc, en fait, il est important de préciser que les études médiatiques et de genre se sont majoritairement concentrées sur la représentation des femmes et des identités sexualités non normatives, notamment la représentation de personnages LGBTQ+, dans les séries, ce qui fait en sorte qu'il y a très peu de recherches et presque rien au Canada qui a été rédigé précisément sur la représentation des masculinités dans les séries télé. Et pourtant, les hommes sont paradoxalement surreprésentés au sein des séries télé. Le dernier rapport de 2019 du GLAAD Media Institute, qui est la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, arrivait ainsi au constat que malgré une augmentation de la place des femmes dans les fictions et aussi une augmentation de la représentation de personnages LGBTQ, les femmes, par exemple, mais aussi tout ce qui est considéré justement comme des identités non-hommes, sont encore en position minoritaire et même les femmes ne représentent encore que 46% des personnages dans les séries télé de prime time. Voilà. Je tiens quand même ici à préciser que mon objectif, en mentionnant qu'il y a une sous-représentation notamment des femmes dans les séries télé, mon objectif n'est pas de créer une équivalence ici entre la catégorie des hommes et la catégorie de la masculinité, puisque une approche justement déconstructiviste, anti-essentialiste, notamment à la suite des travaux de Jack Halberstam, ont bien prouvé aussi justement que les performances de genre dites masculines peuvent être endossées par des individus non-hommes, peuvent être endossées notamment par des femmes, et ça contribue notamment à bousculer l'ordre du genre. Ceci dit, dans les séries télévisées,
il apparaît quand même que les discours sur les masculinités et les performances de genre qui sont définies et qualifiées de masculines sont encore majoritairement associées aux hommes. Et reconnaître cette tendance-là des représentations télévisuelles ne revient évidemment pas à naturaliser l'ordre de genre sur lequel il s'appuie, mais plutôt à constater que cet ordre de genre-là domine et travaille encore les représentations télévisuelles. Donc, en ce sens-là, pour revenir à ma question, pourquoi procéder à une analyse des masculinités télévisées? Parce qu'en fait, le fait que les hommes sont encore majoritaires au sein des représentations fictionnelles dans les séries télé justifie, selon moi, justement, le fait de s'intéresser à la représentation des masculinités télévisées. Puisque si le genre est bel et bien un système d'inégalité sociale, comme Ewen Connell l'a dit, ça veut dire que cette surreprésentation des hommes témoigne entre autres d'une tendance à invisibiliser l'identité de genre qu'est la masculinité, et donc celle des hommes cisgenres dans les récits, et donc à présumer qu'ils sont en quelque sorte la norme par défaut, la base de nos productions culturelles. Donc, partant de ce constat-là, c'est ce qui m'a amené justement à vouloir m'intéresser en détail aux masculinités télévisées. Et ce que je veux faire justement avec ma présentation, c'est proposer une réflexion théorique et méthodologique sur la manière dont on peut analyser les masculinités qui sont représentées dans les séries télévisées, en prenant appui, comme je disais tout à l'heure, sur des recherches que j'ai réalisées pour ma thèse et au-delà, afin d'amener justement quelques exemples concrets à titre d'illustration et qui montrent justement comment on peut mettre en application un certain cadre théorique. Alors, évidemment, j'avais cette petite citation-là de Kimmel et Messner qui montre justement par rapport à cette invisibilisation-là aussi du genre et de la masculinité. Je les cite. Men often think of themselves as genderless, as if gender did not matter in the daily experience of our lives. Certainly, we can see the biological sex of individuals, but we rarely understand the ways in which gender, that complex of social meanings that is attached to biological sex, is enacted in our daily lives. Donc, d'où l'importance justement de contrer, de vouloir dénaturaliser en quelque sorte cette invisibilité du genre masculin. Alors voilà, donc ce que je voulais préciser par rapport justement donc, au cadre théorique sur lequel je me base, donc les recherches que je fais se basent justement sur une approche transdisciplinaire et critique, inspirée entre autres des Cultural Studies, qui est un champ de recherche justement qui se veut transdisciplinaire, indisciplinaire, certains diront, mais qui est aussi inspiré bien sûr des travaux plus larges qui sont faits en gender, en queer studies, donc cette approche-là aussi qui vise finalement à dénaturaliser les savoirs normatifs qui sont véhiculés dans les médias, et aussi la théorie des médiacultures auxquelles je ferai référence. Donc finalement, ce cadre théorique-là vise à appréhender donc les productions médiatiques comme des lieux où se construisent des visions populaires des identités sexuées et où par conséquent les normes de genre se font, mais aussi potentiellement peuvent se défaire. Et comme l'ont bien montré, en fait, les travaux en Cultural Studies, une telle entreprise exige de prendre en compte deux préceptes importants. D'abord, le genre doit être considéré comme un rapport social, c'est-à-dire qu'il faut adopter une approche relationnelle lors de l'analyse, c'est-à-dire tenir compte, même si on veut s'intéresser prioritairement à la représentation des masculinités, il faut s'intéresser à la manière dont les représentations s'articulent en référence avec les autres identités qui sont représentées dans les récits. Autrement dit, si on adopte une approche constructiviste et donc déconstructiviste aussi, qui vise à dénaturaliser et déconstruire les binarismes homme-femme, masculinité-féminité, il faut donc tenir compte du fait que les identités sont définies selon des logiques relationnelles, notamment d'opposition, mais aussi parfois de complémentarité. Il faut donc tenir compte de la définition que propose Connell du genre en tant que système d'inégalité sociale. Il faut essayer de voir comment les représentations médiatiques contribuent à entériner, reproduire, ou au contraire, à déconstruire parfois les inégalités structurelles. Et pour cette raison-là, il est tout autant nécessaire d'adopter une perspective intersectionnelle de manière à tenir compte des façons dont le système d'oppression propre au genre peut croiser d'autres formes d'oppression, notamment du point de vue de la racialisation. Et pour cette raison, le genre ne peut se penser hors de ces croisements avec d'autres axes identitaires. Donc, premier point. Le deuxième point, la culture médiatique et la culture populaire est hétérogène. Donc, la production télévisuelle, et ça pour moi c'est très important, bien qu'elle soit caractérisée par certains mouvements et représentations hégémoniques, elle n'est jamais homogène. Elle agit en fait au contraire comme un lieu de conflit des représentations, où se confrontent diverses visions du social et diverses visions des identités. L'objectif de l'analyse en ce sens-là est de mettre en évidence les visions, discours différents sur la masculinité qu'on trouve dans les séries, mais tout en essayant de comprendre les rapports de pouvoir qui lient ces représentations entre elles. Ce qui n'est pas une mince tâche. Et je ne prétends pas non plus avoir réussi à tout faire ça. En fait, comme le résumé Éric Massé, je le cite ici, comme tout objet social, la télévision est une forme particulière de traduction des rapports sociaux en représentation culturelle. La médiation de la télévision de masse ne reflète donc ni le monde tel qu'il est,
ni l'idéologie des groupes sociaux dominants. Autrement dit, la télévision n'est jamais dans un rapport mimétique face à une réalité objective qui ferait sens en elle-même. Et donc ça, c'est très important de le préciser, puisque quand on analyse des séries télé, la question qui revient plus souvent, c'est est-ce que c'est réaliste ou c'est pas réaliste la manière dont on représente les hommes? Donc, en fait, on ne peut pas simplement interpréter les représentations télévisuelles comme étant réalistes ou irréalistes, puisqu'elles contribuent au contraire à la construction de la réalité sociale. Mais à l'inverse, ça signifie aussi que la télévision n'a jamais pour objectif de véhiculer une représentation unique. Elle n'a jamais servi uniquement de véhicule à l'idéologie venue d'en haut, comme dit Éric Maigret. Par conséquent, toujours selon Éric Massé, une étude des représentations télévisuelles doit concilier une approche constructiviste et une approche conflictualiste, donc qui reste aussi sensible à la question des rapports sociaux. Ce que la télévision représente, ce sont donc les ambivalences et les compromis produits par le conflit des représentations qui opposent dans l'espace public des acteurs inscrits dans des rapports sociaux de pouvoir et de domination. Autrement dit, les récits informationnels, mais aussi fictionnels et divertissants que fait la télévision de la réalité sociale sont la traduction médiatisée des constructions et des déplacements conflictuels des catégories de définition de la réalité sociale que produisent les acteurs sociaux, culturels et politiques au sein de l'espace public. Voilà, donc, partant en fait de ce constat-là, comme ce que je veux faire maintenant, c'est présenter quelques résultats, quelques constats, justement, étant donné que j'ai procédé à une étude, je dirais, assez macro. Donc, je dirais que j'ai procédé à une étude de plus de peut-être d'une cinquantaine de séries, mettant principalement en scène des personnages masculins. Et en fait, ce que je vais essayer de montrer, c'est à travers ces résultats-là, à quel point la notion d'ambivalence apparaît centrale. Donc, ça va me permettre, en fait, cette notion d'ambivalence-là, de lier entre elles les différentes tendances représentationnelles qu'on trouve dans les séries télé. Donc, oui, quand on parle d'ambivalence, on peut parler de tension. Mathieu de Vassage, notamment en France, a dit que les séries télé proposaient souvent des balancements idéologiques. Mais, donc, j'irais même plus loin. Pour moi, ambivalence, c'est vraiment le fait que les séries traduisent souvent les ambivalences idéologiques face aux tentatives de moderniser les représentations des identités de genre. Donc, ce qu'on trouve souvent, c'est par exemple d'un côté une volonté de déconstruire certains discours dominants, mais tout en reconnaissant leur caractère idéal. On a souvent une tentative de pluraliser les identités, mais tout en confortant une structure sociale hiérarchique et binaire. Donc, ces notions d'ambivalence et de contradiction m'ont apparu en fait de plus en plus centrales pour comprendre la culture télévisuelle au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches. Et comme je veux amener cette notion-là un peu à titre, donc non pas finalement pour dire qu'elle devrait guider toutes nos analyses, mais peut-être pour aider finalement ensuite à la discussion en groupe sur comment ça peut nous être utile justement lorsqu'on analyse la production médiatique contemporaine. Alors voilà, donc du point de vue finalement, ce qui ressort d'une analyse justement de la représentation des masculinités dans des séries télévisées contemporaines, donc j'en ai analysé, comme je disais, plus d'une cinquantaine, bon, depuis 2005. Une première chose apparaît assez évidente, on y retrouve souvent une critique des modèles de masculinité traditionnels et même dits hégémoniques. Donc, la production télévisuelle contemporaine apparaît, comme je disais, comme un lieu important de conflit des représentations, soit un lieu où se confrontent diverses visions du social et des identités, notamment en ce qui concerne la représentation des masculinités. Et d'un côté, nous observons en effet un mouvement manifeste de critique de certains modèles traditionnels et hégémoniques de masculinité. Donc, il y a été beaucoup question dans la première présentation de la notion de masculinité hégémonique, donc je crois qu'elle est quand même déjà maintenant assez bien connue de vous tous et toutes. Bien sûr, c'est important aussi de considérer justement que cette notion-là de masculinité hégémonique est appelée justement à se modifier, donc dans des contextes historiques différents. Donc, ce n'est pas une identité qui serait fixe, qui serait monolithique. Donc, c'est pour ça justement aussi que j'ai fait référence avec ma présentation au texte justement de Connell et Messerschmitt, qui propose de repenser cette notion-là de masculinité hégémonique. Mais il y a aussi la nécessité de voir comment cette notion-là de masculinité hégémonique peut s'appliquer concrètement quand il est question de représentation et donc de modèles identitaires qui sont imaginés. Et en ce sens-là, en fait, pour moi, la notion finalement de masculinité hégémonique fonctionne vraiment dans les médias en tant qu'idéal discursif qui vient légitimer une certaine définition de ce qu'un homme est ou devrait être. Et en ce sens-là, la masculinité hégémonique recèle un aspect normatif et prescriptif. C'est donc une représentation fréquente, répétitive, qui est valorisée et présentée souvent comme idéale. Compte tenu de sa valorisation, une masculinité dite hégémonique doit également avoir une forme d'ascendant sur d'autres visions des hommes, c'est-à-dire paraître idéale ou plus puissante. Compte tenu de son association à la notion de pouvoir, et ça pour Michael Kimmel c'est fondamental, qui parle de masculinité hégémonique parle nécessairement de pouvoir.
La masculinité hégémonique contribue donc aussi fondamentalement à l'asymétrie du masculin et du féminin. Et donc pour cette raison-là aussi à la légitimation du patriarcat. Finalement, pour être considéré comme tel, ce modèle de genre doit être de sens commun. Sa réitération fréquente et sa valorisation culturelle ont aussi pour effet de le naturaliser et lui attribuer le statut d'une vision normale et idéale de ce qu'un homme est ou devrait être. Et je cite ici Hank, qui en propose une très bonne définition. Hegemonic masculinity, et il parle vraiment dans les médias, thus refers to the social ascendancy of a particular vision or model of masculinity that, operating on the terrain of common sense and conventional morality, defines what it means to be a man. Donc, notamment tous les discours qu'on trouve dans les médias sur qu'est-ce que ce serait un vrai homme et comment un homme devrait se comporter. It thereby secures the dominance of some men and the subordination of women within the sex-gender system. Comme je disais, en fait, on observe depuis les 20 dernières années donc, une tendance à la déconstruction et à la critique des masculinités hégémoniques à la télévision à travers ce que je propose de nommer en fait 4 mouvements complémentaires. Premier mouvement, on trouve une tendance à la représentation de masculinité hégémonique qui s'attarde aux dimensions négatives que ce modèle identitaire implique. Autrement dit, en fait, le récit de beaucoup de séries, les discours, à la fois verbaux et visuels des séries, mettent de l'avant le caractère destructeur de cette identité pour l'homme lui-même, mais aussi pour les autres. Autrement dit, au lieu de proposer une représentation positive du pouvoir au masculin en tant que position sociale naturellement méritée, on met plutôt l'accent sur les conséquences négatives des rapports de pouvoir inégalitaires dont la masculinité hégémonique dépend. Donc, on parle souvent de la dissolution des familles, les récits mènent souvent à la mort du personnage masculin, on parle de l'aliénation face aux proches, de la criminalité, de l'alcoolisme. La masculinité peut aussi souvent se voir fréquemment critiquée, donc le statut hégémonique des personnages à être questionné et dénaturalisé à travers cette tendance à la représentation de comportements autodestructeurs chez les personnages qui sont associés à la masculinité hégémonique, blanche, cisgenre et hétérosexuelle. On s'attarde donc aux conséquences délétères de l'alcoolisme, très souvent, aux graves conséquences qu'entraîne le dictat du stoïcisme et du contrôle des émotions chez les hommes qui sont par ailleurs souvent victimes de syndrome de stress post-traumatique. Ces modèles de genre sont souvent associés à des récits identitaires de l'empêchement, lesquels se concluent souvent par la mort, la solitude, la démission du travail, etc. Donc, par exemple, prenons l'exemple de Mad Men, si certaines l'ont vu, qui est vraiment, en fait, qui propose une exploration emphatique du mal de vivre d'un homme que tout définit par ailleurs comme un modèle de masculinité hégémonique. Donc, il est présenté dans une situation de supériorité sociale et professionnelle, présenté comme viril, très actif sexuellement. Il est présenté comme ayant un ascendant sur ses collègues et sur les femmes. Et par ailleurs, on critique justement donc le mal-être associé à ce modèle de masculinité. Même chose, par exemple, dans une série policière locale, dans 19-2, le personnage principal du policier Perov, qui est d'ailleurs explicitement nommé le chef de meute, donc masculinité hégémonique, a un cheminement existentiel négatif qui se conclura par son arrestation, sa masculinité hégémonique étant ainsi associée à des pulsions de contrôle et de violence qui l'ont poussé au meurtre. Et j'aimerais en fait ici donc, montrer un petit exemple aussi d'une autre série. Je vous présente en fait juste une autre petite diapo et ensuite je vais vous montrer l'exemple en question. Alors voilà. Donc, qui a un extrait en fait de Ray Donovan que je trouve aussi très parlant à ce sujet-là. Mais de manière plus générale aussi, donc cette critique-là de la masculinité se fait aussi à travers une tendance à valoriser la sensibilité et la vulnérabilité comme caractéristique centrale des nouvelles masculinités mises en scène. La monstration visuelle notamment, on retrouve souvent dans les séries des gros plans sur les visages des hommes, plus le déploiement d'astuces scénaristiques, telles que des scènes imaginées ou oniriques, qui permettent de représenter la subjectivité meurtrie d'hommes en position de pouvoir, presque systématiquement. Une telle tendance représentationnelle peut, en ce sens, être interprétée, au moins en partie, comme une volonté de critiquer les modèles de masculinité hégémonique, de les représenter donc comme étant présents en société, mais comme étant des modèles de genre qui mènent désormais, quasi invariablement, à l'échec identitaire et relationnel. Et je vais vous montrer donc, comme je disais, un petit exemple de la série Ray Donovan, en fait, donc, qui représente un homme clairement en position hégémonique, un homme aussi, adulé des femmes, un homme en fait qui est en crise et qui, paradoxalement, est un gestionnaire de crise. Et donc, ce qu'on nous montre finalement, c'est que ce modèle de masculinité-là est profondément meurtri. C'est un homme alcoolique, violent, qui a des pratiques aussi carrément masochistes. Donc, son corps est souvent meurtri aussi à cause des différentes altercations qu'il a. Et ce qu'on montre aussi, c'est que toute sa masculinité est précisément aussi meurtrie du fait qu'il a endossé cette norme de la masculinité qui, notamment, l'enjoint à ne pas exprimer ses émotions,
Vous allez voir dans ça notamment, il rêve donc à son passé, il a vécu des événements très traumatiques dans son enfance, sa mère est morte d'un cancer, il a été abusé sexuellement par un prêtre, et donc tout ça reste en dedans, doit être refoulé selon les dictats de la masculinité hégémonique. Donc on nous montre une masculinité hégémonique, mais de manière aussi à critiquer ce modèle. Et là, on n'aura peut-être pas de son. Body of Christ, bread of heaven. The blood of Christ, the cup of salvation. Et ce genre de représentation-là, c'est loin d'être anecdotique, on en trouve beaucoup dans les séries. Et en fait, ce qu'on a vu aussi à la fin, sa sœur aussi se suicide, et donc, ayant intériorisé les normes de la masculinité hégémonique aussi, il se sent coupable de la mort de sa sœur, puisqu'il aurait dû, en tant qu'homme, la protéger. Alors voilà. Deuxième mouvement qu'on trouve dans les séries qui peuvent contribuer à la critique, une tendance, il y a un mouvement aussi qu'on observe de diversification des sexualités et identités de genre représentées à la télévision. Donc, bien qu'il n'y en ait pas encore tant que ça, il y a quand même un accroissement significatif qu'on observe depuis les 15 dernières années, notamment dans la représentation de personnages gays, bisexuels et aussi d'hommes trans à la télévision, quoiqu'ils soient encore moins présents que les femmes trans dans les séries télé, ce qui aussi quand même nous dit quelque chose du point de vue des normes de la masculinité. Mais malgré tout, on peut considérer que ce mouvement-là contribue aussi, d'une certaine façon, à une diversification des modèles de masculinité qui sont présents. Troisième tendance, la tendance à développer des séries à héros multiples, c'est-à-dire où, pour citer Sarah Sepulcre, le héros multiple peut être défini comme tout actant sujet qui est actualisé par plus d'un personnage d'une manière constante tout au long d'une fiction. Le groupe prend donc la place du personnage principal. Fin de la citation. Donc, dans une optique de rejoindre et de croiser différents publics, les séries télévisées priorisent en effet de plus en plus la représentation d'un grand nombre de personnages centraux au sein d'un récit, ce qui contribue dès lors à une multiplication et une diversification des modèles de masculinité qui sont présentés, et ça peut donc être interprété comme un phénomène qui contrecarre, ou a pour objectif de contrecarrer l'hégémonie de la masculinité hégémonique. Des constats similaires, donc concernant la tendance à critiquer la masculinité hégémonique et à diversifier les personnages masculins, avaient d'ailleurs amené certains chercheurs comme Amanda Lotz à défendre l'idée qu'il faudrait s'éloigner du concept de masculinité hégémonique pour comprendre les masculinités des nouvelles séries télévisées. Selon elle, et elle a aussi publié un livre en 2014, Cable Guys, les séries télévisées des 15 dernières années, particulièrement celles des chaînes câblées, je la cite, indicate much about social anxieties regarding gender roles and the status of feminism in an era of storytelling that comes after the backlash. These series and the representational environment in which they aired indicated the waning usefulness of hegemonic masculinity as the primary analytic frame for assessing representations of men on television and the stories it tells of their lives. As one of the accomplishments of feminist and gender theory has been the deconstruction of masculinity to a degree that makes it difficult for hegemonic masculinity to persist. Voilà ce que disait Lotz en 2007. Quatrième mouvement, et bon, techniquement, ça devait dire 1, 2, 3, 4, mais bon, voilà. Dans un contexte aussi animé d'importantes critiques concernant la masculinité toxique et la nécessité d'une plus grande diversité sexuelle et de genre dans les médias, les discours sur les masculinités se voient aussi modifiés par une tendance à faire de la masculinité hégémonique le sujet d'une critique ouverte. Donc, dans plusieurs comédies et dramatiques, les représentations sont ainsi articulées
de manière à constituer la masculinité hégémonique en anti-stéréotypes. Donc, ce que Éric Massé appelle les anti-stéréotypes. Ce qui veut dire que la masculinité hégémonique est représentée à travers l'articulation d'une représentation figée, essentialiste et restrictive, donc un stéréotype. Mais le stéréotype ensuite s'inscrit dans un contexte parodique, ce qui fait en sorte que le stéréotype devient la matière même de sa réflexivité. Comme l'explique Éric Massé, l'antistéréotype permet ici de déstabiliser les attendus essentialistes, culturels et hégémoniques reliés au genre. Le stéréotype de la masculinité blanche, hétéro, cisgenre, en position de pouvoir, se voit ici non pas valorisé, mais plutôt dénaturalisé par les voies de la caricature. Et en voici un très bon extrait dans Unbreakable Kimmy Schmidt, un des personnages principaux, justement. Donc, Titus, qui est un acteur gay, décide finalement de suivre une formation pour apprendre à jouer comme un homme hétérosexuel. Et donc, ça se veut une critique ouverte de la masculinité hégémonique. Hello. Hi. Rick Barnes gave me your name. He said that you work with actors to help them asmate. That was Pig Latin for past. Why would I try Pig Latin for the first time ever right now? It's so stupid. I can't work with you. What? You have no potential. Get out. But I rode a bus to get here. A bus that went over a drawbridge. Fine. I don't need you. Bye, Felicia. Very good. You yelled you denied help, you broke something. That's your first lesson. Second lesson. Is that he? It's not Lulu. Revelation. I'm gonna break you down. But by the time I put you back together, you'd be pulling shorts out of the dirty laundry and eat wings on the cracker without even trying. Okay. Turn him against immediately because tomorrow you have an audition for Entourage 2. Entourage too. I can't. Those guys are so straight. Almost too straight. Like a commentator or something? Yeah. Two of them are. Wait, are those former clients or role models? It begins now. Scenario: two straight men attend the movie. Go. No! Give me the buffer seat. Scenario: you're thirsty. Go. Straight men don't drink too strong. Take your leprechaun. Scenario: I'm a coworker telling you a sad story at a bar after work. I go. Oh, she's so sick. She got Lola from the toilet seat. No! First of all, you're drinking beer. And straight men never give any indication they're listening. They don't even nod. I listen. Stony face, like a man, no matter what. Elton John just died. Jeez. Madonna is overrated. Anti-stéréotype. Alors, donc en fait, on voit effectivement que, il semble y avoir des éléments de critique qui, en fait, même, pour certains, amènent, justement, à complexifier ou à remettre en question la typologie masculinité, mais comme on a vu, il ne doit pas être pensé comme étant fixe, puisque, évidemment, la masculinité hégémonique semble être critiquée, mais on se retrouve aussi dans des situations, par exemple, où les masculinités subordonnées marginalisées ne sont peut-être pas précisément présentées comme subordonnées ou marginalisées, mais comme des modèles alternatifs. Donc, c'est, je dirais, une critique qu'on retrouve. Et pourtant, sans nier les éléments d'interprétation que je viens de présenter, le fait de procéder à une analyse macro, donc de travailler sur de larges corpus de séries télé, révèle aussi la persistance de discours hégémoniques, de visions dominantes des identités de genre, et donc en fait des ambivalences face au modèle de masculinité à représenter. Donc, sans vouloir dire qu'il faut voir la reproduction de la masculinité hégémonique partout, le fait de préconiser une approche relationnelle permet néanmoins de voir plus clairement les rapports de pouvoir qui s'articulent entre les représentations et donc voir aussi comment la masculinité, loin d'être statique, la masculinité hégémonique peut au contraire être appelée à se redéfinir. Par exemple, bien qu'il y ait beaucoup de séries justement qui cherchent à critiquer les attitudes violentes et destructrices des masculinités hégémoniques, la production télévisuelle actuelle témoigne néanmoins encore d'une fascination pour ces modèles de masculinité hégémonique, précisément parce que ces modèles-là sont encore très présents. Autrement dit, on préfère encore représenter la masculinité hégémonique, quitte à la critiquer, plutôt que de modifier radicalement les personnages principaux des récits télévisés. Et c'est surtout les personnages principaux qui sont concernés ici.
La masculinité hégémonique, même si elle est critiquée, est donc encore objet de fascination dans de nombreuses séries. Même chose pour le modèle carrément de masculinité toxique, comme en témoigne la grande popularité de la nouvelle série de Netflix, You. Ceci apparaît encore plus manifeste lorsqu'on se concentre sur les discours de légitimation qui entourent et encadrent la réception des séries télévisées. Donc, on s'intéresse aussi aux paratextes critiques et promotionnels autour de ces productions-là. On constate alors que les séries centrées sur des personnages masculins et sur une critique de la masculinité hégémonique ont bénéficié d'une visibilité supérieure et ont même été considérées, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pour quelques articles récemment, ces séries-là ont été considérées souvent par de nombreux journalistes et par de nombreux universitaires comme des séries qui seraient de plus grande qualité. Cette prise en compte des pratiques de réception s'avère donc aussi importante pour les Cultural Studies et les Critical Media Studies, puisqu'elle rend manifeste les processus de hiérarchisation, donc les rapports de pouvoir, qui contribuent à valoriser et à rendre plus visibles certains modèles de genre promus par les séries télé, au-delà de la diversité apparente des représentations disponibles. Plus encore, bien qu'on constate une diversification des modèles de genre dans les séries des 10 dernières années, on observe néanmoins encore une tendance à la hiérarchisation de la diversité, ce qui contribue à notamment entériner certaines normes sexuelles et de genre. Concrètement, cela signifie que cette diversification des modèles de genre s'articule souvent selon une distribution différentielle, ce qui fait en sorte que les identités et sexualités non normatives se retrouvent majoritairement associées aux rôles secondaires dans les séries et beaucoup plus rarement aux rôles principaux. Cela permet ainsi à une série à la fois de promouvoir une vision plus inclusive et pluraliste des identités et sexualités, qui semble dès lors dénaturaliser les attendus cis-sexistes et hétéronormatifs qui orientent habituellement nos définitions des masculinités, mais par le fait même aussi en naturalisant la centralité des personnages qui endossent le plus directement ces normes sexuelles et de genre, donc souvent les personnages hétéros, cis, et qui contribuent aussi souvent à entériner la norme de la blancheur. Donc, autrement dit, la promotion de la diversité à la télévision peut aussi porter la trace de rapports sociaux inégalitaires. Et il y a également en fait une ambivalence à mettre en lumière concernant la tendance télévisuelle, l'une des plus importantes dans les séries des 20 dernières années. J'en ai glissé un mot tout à l'heure, c'est-à-dire la représentation de modèles de masculinité en crise. Donc, cette tendance narrative-là consiste justement à représenter des hommes sensibles, souvent victimes d'un choc post-traumatique, et dont les agissements erratiques ou moralement ambigus symboliseraient leur indépendance et leur crise existentielle face à la déliquescence des institutions sociales. Donc oui, bien sûr, la représentation d'une masculinité en crise peut servir de critique de la masculinité hégémonique, mais peut aussi servir d'autres fins. Et donc, en fait, pour avoir travaillé sur cette notion-là, parce qu'elle est omniprésente, cette thématique-là, dans les séries, la thématique de la masculinité en crise apparaît comme une rhétorique, selon moi, qui est éminemment complexe, symptomatique d'une ambivalence idéologique concernant la transformation des rapports sociaux du sexe et des identités de genre. La représentation d'hommes hétérosexuels en crise permet en effet d'encourager soit une plus grande représentation de leur sensibilité, mais tout en pouvant également être interprétée comme un récit de victimisation des hommes, autrement dit un signe de la déstabilisation des repères de la masculinité à la suite des mouvements féministes et LGBTQ. Plus encore, le récit de la masculinité en crise contribue parfois, paradoxalement, à revaloriser certaines caractéristiques traditionnelles de la masculinité, telles que l'efficacité professionnelle ou la violence. À titre d'exemple, pour prendre un exemple bien de chez nous, la série policière Victor Lessard sur Club Illico exploite directement ce modèle de la masculinité en crise. Donc, le personnage principal, l'enquêteur Victor Lessard, est défini comme un homme tourmenté, alcoolique en rémission, qui tente tant bien que mal de contrôler sa colère et ses démons intérieurs. On utilise souvent ce terme-là de démon pour parler des hommes. Or, une telle représentation, bien qu'elle serve à valoriser un modèle de masculinité plus sensible et qui est loin d'être stoïque, permet aussi d'encourager une posture spectatorielle plus empathique pour cet homme que pour tout autre protagoniste du récit. Et aussi, en fait, ça permet une valorisation de la supériorité professionnelle de cet homme-là, comme dans la plupart des séries sur des modèles de masculinité en crise, puisque leur crise n'entrave habituellement pas leur capacité de travail, ceux-ci apparaissant souvent plus aptes que leurs collègues à régler les conflits, à résoudre les meurtres ou à sauver les victimes potentielles. Et d'ailleurs, dans Geneviève Cellier, dans son article, elle a relevé un constat similaire concernant les séries en France, à savoir que les nouveaux modèles de masculinité mis en scène témoignent de, je la cite, l'intérêt du public pour une figure masculine qui prend à contre-pied certaines valeurs viriles, impassibilité, répression des sentiments, tout en manifestant d'autres qualités réputées masculines. En ce sens, une telle tendance, donc la représentation de masculinité en crise dans les séries, montre l'importance d'adopter une approche relationnelle, car une étude isolée des personnages masculins pourrait avoir pour effet de nier les rapports de pouvoir qui s'articulent néanmoins entre les diverses identités représentées. Donc, sans cette vision relationnelle, la masculinité en crise pourrait ainsi être interprétée, et elle l'est souvent, comme selon un point de vue masculiniste
et donc comme un signe manifeste d'une dévalorisation des hommes en société. Alors que, comme j'ai essayé de le montrer, ces représentations-là peuvent aussi servir à la légitimation de ces identités, notamment en créant une plus grande empathie pour les personnages masculins, en véhiculant une vision des masculinités comme étant les principales victimes des transformations sociales, ou aussi en occultant le fait que les récits attribuent par ailleurs une position supérieure à ces personnages. Et bon, je vais passer rapidement là-dessus, mais je faisais justement aussi un lien avec une citation justement de Hajjaj et Voitou dans le texte qui nous est envoyé, où il rappelait ces deux auteurs-là rappelaient l'importance aussi de l'approche relationnelle, qui est absolument incontournable pour éviter de retomber justement dans une lecture masculiniste des représentations médiatiques. Et finalement, donc, je vais passer très rapidement là-dessus, puisque comme ça m'arrive souvent, j'ai dépassé un petit peu. En fait aussi, une autre ambivalence qu'on trouve dans les récits, c'est justement comment on construit le récit, donc finalement la structure syntaxique du récit versus ce qu'on dit, donc la dimension sémantique. Dans beaucoup de séries, on a tendance justement à mettre l'accent sur le fait que les personnages qui sont associés à des modèles de masculinité hégémonique vont finir justement par vouloir suggérer un changement de vie, une volonté notamment de démissionner du travail ou de changer justement leur propre identité. Or, habituellement, ce qui arrive, c'est que le récit des séries télé se termine précisément au moment de cette prise de décision-là, ce qui permet à la fois de véhiculer ce message-là qu'il faut changer les masculinités, tout en ayant donc soit une incapacité ou un manque de volonté à proposer des modèles alternatifs. Et en ce sens-là aussi, ce qu'on voit, ce qui me semble aussi très parlant dans les séries, c'est que d'un côté, c'est précisément au moment où on n'a jamais autant cherché à critiquer les discours sur la masculinité hégémonique dans les médias et dans les séries, on n'en a jamais autant parlé aussi de manière explicite. Donc, c'est précisément au moment où on essaie justement de critiquer la masculinité qu'on retrouve un accroissement en fait des discours explicites sur la masculinité, donc des discours où les personnages parlent de ce que serait la masculinité, de ce que serait ou devrait signifier être un homme, des personnages qui affirment aussi leur masculinité. Donc ces discours-là sont d'autant plus justement fréquents que la masculinité est devenue un sujet important de questionnement et de critique, ce qui semble témoigner encore une fois du fait que nos productions télévisuelles sont animées en quelque sorte de cette ambivalence entre une volonté de critique et de promotion de la masculinité. Donc on montre finalement qu'en quelque sorte, la masculinité reste malgré tout, donc en tant qu'identité carrément qui peut être dissociée des hommes dans les séries. Donc la masculinité, en quelque sorte, serait une identité de genre normative, extrêmement prescriptive, mais encore souvent perçue comme ayant une dimension idéale, et donc une identité repère très restrictive, mais qui serait précisément restrictive et fascinante pour les personnages dans les séries du fait des énormes privilèges qu'elle confère et qu'elle peut conférer. Donc, voilà, et donc si j'ai mis juste quelques exemples dans les séries, bon, notamment I Am a Man, un personnage qui se fait questionner sur sa masculinité, qu'est-ce que doit faire un homme, et aussi justement un personnage dans une série qui dit Man up honey, you're a firefighter. Et il y a toute cette ambivalence-là aussi dans les séries, précisément du fait que ces discours-là, très normatifs sur ce qu'est un homme, sont souvent dans les nouvelles séries, non pas mentionnés par des personnages masculins, mais bien par les femmes du récit, suggérant d'une certaine façon aussi finalement, dans un discours qui peut être considéré comme proprement post-féministe, que quelque part, cette masculinité hégémonique-là ne serait pas tellement désirée par les hommes que par les femmes dans ces histoires-là. Et donc, en fait, pour terminer, je voulais ramener cette notion-là, comme je disais, d'ambivalence et de contradiction, justement, dans nos séries télé. Alors, cette notion-là, comme je dis, d'ambivalence dans les séries télé m'est apparue non pas simplement, en fait, comme étant accidentelle, mais véritablement centrale pour comprendre le fonctionnement des représentations médiatiques. Et ça, en fait, c'est quelque chose, et c'est pour ça que je l'ai amené comme réflexion, c'est évidemment cette notion-là d'ambivalence n'était pas, je reste, centrale dans mon cadre théorique au début de mes recherches. Donc, en fait, j'y avais très peu porté attention. Tout au plus, pensais-je que parler d'ambivalence, ça voulait dire, comme on le dit souvent en Cultural Studies, que toute production est polysémique, et donc les gens peuvent justement avoir des interprétations différentes d'une même série télé. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas juste qu'il peut y avoir des représentations différentes entre les personnes ou entre les séries, mais en fait que ces contradictions-là m'animaient moi-même aussi quand j'essaie d'interpréter une série télé. Donc, justement, j'étais dans un processus d'écrire, d'hésiter, de réécrire, d'effacer mon interprétation, parce que j'arrivais pas justement à surmonter ces ambivalences-là, justement, dans les récits. Par exemple, Walter White, à la fin de Breaking Bad, lorsqu'il meurt, bon, désolé pour le divulgachage, mais est-ce que finalement, cette représentation-là de la mort est en soi une critique de la masculinité hégémonique, justement, qui permet de montrer, permet de critiquer un modèle de masculinité hégémonique qui se voulait justement violent
et aussi pas extrêmement néfaste pour sa famille, ou au contraire, est-ce que c'est une façon de confirmer une vision de la masculinité hégémonique dans sa performance sacrificielle et violente, puisque c'est précisément après avoir réussi, donc de manière violente, à éradiquer ses adversaires et à sauver sa famille qu'il peut enfin mourir, et donc mourir comme un homme. Donc, il y a toujours ces contradictions-là dans les récits. Et donc, en fait, c'est ce qui me ramenait justement à cette notion-là que j'ai présentée au début, que la culture est un lieu de conflit des représentations, mais pas seulement de conflit entre les représentations, mais aussi potentiellement au sein même des représentations. Donc, la modification de modèles de masculinité dans les séries peut aussi servir à réaffirmer autrement, donc à modifier une conception hégémonique et oppositionnelle du masculin. Et donc, en ce sens-là, l'objectif de la recherche ne devrait pas être tant de parvenir à une interprétation unitaire des masculinités télévisées ou d'essayer de déterminer, par exemple, si elles sont conservatrices ou progressistes, mais plutôt, au contraire, de mettre en évidence, comme le dit Éric Massé, les compromis en domination et contestation de cette domination-là que traduisent nos productions télé et donc qui traduisent aussi en quelque sorte nos visions des masculinités. Et donc, je pense en fait que cette notion-là d'ambivalence, comme je sens dire qu'elle devrait être au centre de toutes les recherches, je pense qu'elle peut peut-être justement être utile, et davantage mobilisée, notamment dans les recherches en cultural studies, parce qu'elle me semble justement avoir une dimension politique. Aussi, donc, de critique des représentations. Donc, dire qu'il y a des ambivalences dans nos productions médiatiques, c'est pas une façon de tomber dans un relativisme culturel, justement, et de dire que toute interprétation de ces modèles-là de masculinité se valent. En fait, c'est plus finalement une façon d'amener une dimension, d'amener de manière instructive, d'essayer de représenter de manière constructive ces ambivalences-là, ces contradictions-là qui animent notre culture et qui nous permettent de cette façon-là de mieux comprendre la manière dont les normes sexuées agissent de manière contradictoire et peuvent circonscrire même notre façon d'imaginer leur dépassement. Donc, comment l'ordre de genre, finalement, est extrêmement aussi contradictoire, est extrêmement présent. Et donc, en ce sens-là, si on peut envisager la culture populaire, non pas de manière justement à vouloir... on peut analyser justement la culture populaire, non pas de manière à vouloir déterminer ce qui serait une bonne ou une mauvaise représentation, mais vraiment envisager que la culture populaire, c'est un lieu qui est propice à l'articulation de débats publics, qui nous permettent justement de discuter entre nous des visions des rapports de genre qu'on souhaite justement mettre de l'avant. Alors voilà, merci beaucoup. Désolée d'avoir dépassé 5 minutes, c'est souvent ce qui m'arrive. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup Stéphanie. Bon, alors on va retrouver donc Marine Le Gallo et Lisiane Lomasi qui sont toujours étudiantes en programme de doctorat. Ça n'a pas changé. Ils n'ont pas diplômé depuis la dernière demi-heure. Oui, mais comme on peut écouter les parties du séminaire de façon complètement distincte l'une de l'autre, il importait aussi de vous remercier à nouveau. Alors je ne sais pas dans quel ordre. Je vais commencer. Merci Stéphanie pour ta présentation, qui était passionnante. J'ai trouvé passionnante personnellement. Je voulais te poser une question, tu l'as un petit peu abordée dans le cadre de ta présentation, et notamment à travers la citation de Lot, mais donc je vais te poser la question, donc tu approfondiras si tu estimes que c'est nécessaire d'approfondir, et peut-être une autre question qui est une question de prolongement un petit peu par rapport à ta présentation. Selon Connell, en fait, les idéaux de masculinité qui circulent dans la société contemporaine, comme on l'a vu, ainsi que les pratiques corporelles et l'économie des émotions qui les accompagnent, constituent des configurations qui sont historiquement changeantes et qui apportent également une réponse acceptée à un moment donné au problème de légitimité du patriarcat. Donc, quelle est la réponse, selon toi, actuellement donnée au problème de légitimité du patriarcat par la production télévisuelle contemporaine? Et comment construit-elle, entretient-elle ou renégocie-t-elle l'idéologie du patriarcat et façonne-t-elle surtout, donc ça c'est ma question plutôt de prolongement, façonne-t-elle les corps comme légitimes ou illégitimes dans lesquels elle s'incarne et se trouve actualisée à l'écran? La question des corps est toujours difficile, je dirais, donc la dimension corporelle est toujours difficile à arrimer à finalement la question des représentations médiatiques. Je vais quand même en glisser un mot. Bon, oui, effectivement, je crois avoir amené des éléments de réponse dans ma présentation là-dessus, mais il est clair, en effet, comme tu l'as très bien mentionné, que ces questions-là, justement, de configuration, de pratiques sociales que sont les identités de genre, et donc aussi les idéaux de masculinité, sont faits justement pour être modifiés à travers le temps. Selon moi, en ce sens-là, et c'est pour ça justement que je ramène cette notion-là de masculinité hégémonique, non pas pour dire que tous les modèles de masculinité qu'on nous présente seraient nécessairement hégémoniques, mais pour montrer comment finalement ce qui se joue
en filigrane dans la transformation des modèles de masculinité qu'on nous a proposé dans les 15 dernières années, c'est précisément d'essayer de modifier les représentations, mais de manière à amener des solutions aux problèmes de légitimité du patriarcat. Notamment, selon moi, ces solutions-là sont multiples. L'une des premières solutions est évidemment celle que j'ai mentionnée, c'est-à-dire le recours, et c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, on le fait souvent, mais le recours à cette rhétorique-là de la crise de la masculinité est justement une façon de réhabiliter, d'essayer de solutionner la délégitimation du patriarcat qui a été entraîné justement notamment par les critiques féministes, parce que justement, il y a toujours cette ambivalence-là dans ces récits-là, mais qui sert d'une certaine façon justement à solutionner, puisque en proposant une représentation différente du masculin, au bout du compte, ce qu'on fait, c'est toujours de réhabiliter la place centrale aussi de ces hommes-là dans les récits. Donc ça, pour moi, ça m'en semble un point. Je dirais un autre aspect, justement, une autre solution réside tout à fait dans un autre modèle de masculinité sur lequel je me suis moins attardée ici, mais qui me semble être, justement, ce qu'on a appelé, dans les années 80-90, le modèle du New Man, qui est un terme que je n'aime pas particulièrement, mais qu'on peut dire aujourd'hui, donc cette représentation-là qui prend de l'ampleur dans nos séries de modèles d'hommes pro-féministes, et justement qui vont souvent s'opposer de manière catégorique à toute forme de rapport de pouvoir. On en trouve de plus en plus. Or, si on lit justement les questions de représentation et des dynamiques de production, ce qu'on se rend compte encore une fois, c'est que ces personnages-là peuvent être considérés justement comme peut-être même subversifs sur certains aspects du point de vue de la logique patriarcale, pour rebondir sur ce qui avait été discuté tout à l'heure, mais du point de vue justement, donc de manière plus générale, de la production médiatique actuelle, ils contribuent finalement, sont clairement dans une position de complicité avec l'ordre patriarcal qui contribue encore une fois à relégitimer cet ordre-là et à faire en sorte que ces modèles-là demeurent centraux au sein des représentations. Donc, en ce sens-là, c'est ce qui me semble à l'œuvre. Et ensuite, du point de vue des corps, comme je disais, c'est toujours un peu difficile d'arrimer la question de représentation et donc évidemment qui nous proposent des corps, mais qui n'ont pas quand même la même incidence du point de vue des pratiques, par exemple, que lorsqu'on s'attarde finalement à de réels individus. Donc, peut-être en fait que j'amènerai juste deux éléments de réponse, puis on pourra justement en discuter, ou peut-être que ça fera écho à d'autres questions. Je dirais en fait, donc, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, donc le rapport au corps meurtri est vraiment fondamental dans la représentation de la masculinité actuellement. Et ça, cette dimension-là aussi, donc de la dimension masochiste de la masculinité, donc cette vision-là aussi prescriptive et en fait très normative de la masculinité comme étant un récit identitaire qui peut receler beaucoup de privilèges, mais qui doit finalement s'accompagner aussi d'une forme de souffrance, souvent d'une incapacité à atteindre le bonheur, qui est souvent associé à un récit de l'empêchement, se répercute aussi dans la monstration, la représentation visuelle des corps dans les séries. Et l'autre aspect aussi, par ailleurs, encore une fois, donc ce modèle, pour rebondir sur le modèle plus, je dirais, de masculinité dite pro-féministe, qu'on retrouve davantage aussi dans les séries actuellement, ce modèle-là qui est souvent considéré comme alternatif, s'accompagne effectivement d'une plus grande, je dirais, sexualisation du corps. Donc, on a vu une revalorisation aussi du corps sculpté, musclé aussi dans les séries télé récentes, et qui a souvent été interprété, je crois, à tort, de manière très unidimensionnelle, comme étant un signe d'une hypersexualisation de la masculinité, donc du fait qu'il y aurait un renversement justement des rapports de genre. Par ailleurs, ces modèles de masculinité-là se trouvent aussi souvent en position hégémonique dans les récits. Mais donc, il y a cette complexité-là, je dirais, du point de vue du corps qui effectivement a changé visuellement. Mon tour. Merci beaucoup Stéphanie pour ta présentation qui était très, très intéressante, tellement intéressante que finalement la question que j'avais prévu de te poser, tu y as déjà répondu. Merci également pour les réponses que tu viens de donner à Lisiane qui répondent à ma deuxième question. Avant d'essayer de retomber sur mes pattes, peut-être que je voudrais faire des commentaires peut-être rapidement sur ta présentation. Le premier commentaire, c'est merci de m'avoir spoilé la fin de voilà, ça fait 6 ans que je suis bloquée à la saison 4. Voilà. Ensuite, tu as parlé de 19-2, je trouvais ça super intéressant parce que c'était juste avant ou après d'avoir parlé de l'alcoolisme, de cette masculinité en crise. Et ce qui est intéressant avec le personnage, avec 19-2, c'est que le seul personnage masculin racisé, c'est également quasiment le seul personnage masculin alcoolique dans la série.
à quel point on est dans une double critique? Est-ce qu'on est dans une façon bizarre de parler d'intersectionnalité? Je sais pas, ça peut être la question que je te pose si tu souhaites y répondre. Mais c'est ça, je voulais te poser une question à la base sur la crise de la masculinité. Je me suis dit, bon, ça a déjà été répondu, donc dans cette lignée-là, je vais y aller parce que je vais y aller avec peut-être les hommes qui se disent féministes, expression que je n'accepte, enfin que je rejette absolument. Alors ça peut être ça aussi, hein, si tu veux discuter du fait que les hommes puissent être féministes, ça peut être la question si tu veux. Et puis après, je pensais peut-être continuer en parlant de justement ces hommes qui se disent féministes et qui le font sur la base de deux choses. La première, c'est de venir dire pas tous les hommes, hein, le fameux hashtag not all men, qui je pense est comme ma chose favorite sur les réseaux sociaux. Et le deuxième, qui est un peu son pendant, qui est comme cette volonté de se dire féministe, de venir défendre les combats féministes pour dire regardez, je suis un homme, mais je sors de mon petit confort pour venir vous défendre, vous pauvres demoiselles en détresse, donnez-moi des cookies. Très comme ça. En anglais, ils parlent de white knight, là. Ça se voit pas mal, notamment sur Twitter, de comme des hommes qui viennent dire on n'est pas tous comme ça, puis moi j'ai honte pour mon genre. Donc en fait, j'essaie de mettre des mots les uns à la suite des autres en espérant qu'une question va émerger. C'est pas vraiment le cas. J'avais l'impression que plusieurs questions avaient émergé. Mais c'est un commentaire qui peut t'amener à compléter. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai fini par... En fait, pour répondre voilà, à la première question ou commentaire que tu as mentionné, qui est extrêmement pertinent, donc la nécessité d'essayer de prendre en compte donc un point de vue intersectionnel dans la manière de penser les critiques des modèles de masculinité que nous proposent nos fictions. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, et je dirais c'est cette nécessité-là de prendre en compte l'intersectionnalité et comment le genre croise toujours d'autres axes identitaires, notamment celui du point de vue des identités racisées, est nécessaire parce que c'est ce qui m'a amené, je dirais, c'est une des raisons l'un des principaux facteurs qui m'a amené justement à vouloir remettre à l'avant-plan cette notion-là d'ambivalence. Et en fait, je dirais, c'est ce qui m'a aussi amené à prendre véritablement conscience de cette notion-là en cultural studies qui est très forte, des rapports de pouvoir, que ce qu'on doit analyser, c'est des rapports de pouvoir. Et en fait, je prends ce détour-là parce que je dirais autant que, bon, dans ce que j'ai présenté pour plusieurs chercheurs en cultural studies, c'est manifeste, mais on peut aussi lire beaucoup de travaux en cultural studies et en gender studies où ce qu'on a l'impression, finalement, c'est seulement d'avoir accès à des analyses de représentation isolées comme ça, qui, justement, évitent de penser les rapports de pouvoir qui s'instituent dans ces relations-là. Et quand on tient compte de la notion d'intersectionnalité, tout à coup, on se rend compte que c'est fondamental et que tout à coup, on ne peut pas arriver et juste dire cette série-là est complètement nuisible ou conservatrice dans ses représentations, mais n'est pas non plus complètement progressiste, ce qui peut effectivement parfois choquer des gens dans le milieu qui disent « Bah, c'est jamais correct ce qu'on fait ». Bon, c'est pas ça le but, mais c'est ce qu'on entend parfois. Mais parce que précisément, pour revenir sur l'exemple de 19.2, ceci dit, le personnage dont tu parlais n'est pas le seul qui est alcoolique. Le personnage principal de Beroff aussi, qui est blanc, est par ailleurs aussi alcoolique. Donc, on a tout le moins un rapport problématique à l'alcool, si on peut dire ça ainsi. Donc, c'est surtout finalement sur ce point-là que je voulais... c'est sur ce modèle-là de masculinité que je m'étais attardée dans ma présentation, mais il est clair que si on croise ça avec la question des personnages secondaires, qui amène aussi des visions justement donc clairement subordonnées des masculinités, c'est le cas du personnage dont tu parles, qui est le seul personnage racisé dans la version québécoise et qui est aussi présenté comme étant alcoolique. Tout à coup, ça montre à quel point peut coexister au sein d'une même série à la fois une volonté de critique des modèles de masculinité et en même temps une critique qui est tout à fait dans la droite lignée du discours hégémonique qui contribue justement donc à minoriser, à vouloir présenter dans une situation subalterne tous les hommes racisés qui se trouvent dans le récit. Et non seulement il est donc considéré, il est subordonné, il est présenté justement d'une manière péjorative à travers plusieurs justement des aspects de son identité, mais il est aussi, donc sa place est somme toute assez marginale au sein finalement de l'économie du récit et de son temps d'apparition à l'écran. Donc, en ce sens-là, pour moi, la critique ne doit jamais, justement, se départir de cette notion-là d'intersectionnalité. Pour la deuxième question sur le féminisme, quoi en penser?
question extrêmement dense à laquelle je pense certainement pas être en mesure d'amener une réponse définitive. Mais il est clair en effet que cette critique-là, qui a été justement verbalisée, exprimée par beaucoup justement de personnes au sein des mouvements féministes et aussi, bon, justement, des communautés LGBT+, sur cette réappropriation-là du discours féministe par les hommes. Bon, je crois que c'est un débat plus large à mener, à savoir si les hommes, sans se dire féministes, peuvent se dire post-féministes. Je laisserai la porte ouverte par rapport à ça. Mais il est clair qu'il y a effectivement une critique à faire et qu'on retrouve en filigrane dans les séries télé, dans la manière dont ce discours-là féministe est souvent personnifié par les personnages féminins, parce que finalement, cette logique-là, le discours féministe a souvent pour objectif, ce qui va complètement à l'encontre du féminisme, d'individualiser justement la problématique et d'individualiser les hommes. Donc, encore une fois, une volonté, par exemple, de présenter un personnage qui serait très égalitaire du point de vue de ses pratiques, mais, et c'est justement ce qui est reproché au mouvement Not All Men, c'est de justement partir du principe qu'il faut individualiser la problématique au lieu de réfléchir au rapport de pouvoir et donc aux privilèges que confère la masculinité en tant que, justement, identité de genre, au-delà ensuite de notre position sociale, qui fait en sorte que, bien sûr, par ailleurs, donc oui, des hommes ne sont pas des abuseurs, et bien sûr, par ailleurs aussi, des hommes peuvent se retrouver dans une situation de marginalisation ou une situation de subordination, du point de vue notamment de leur classe socio-économique, de leur sexualité, de leur identité de genre, etc. Donc, effectivement, c'est vrai que les séries télé sont souvent dans un discours qui pense très peu de manière relationnelle, qui pense très peu de manière macro les problématiques sociales et qui a tendance à les individualiser. Et en ce sens-là, comme pour d'autres thématiques, ça amène justement une vision du féminisme qui peut passer à côté de la critique de fond. Si je peux juste me permettre de préciser ma pensée, parce que je ne l'ai pas fait quand je t'ai posé mon commentaire question. Quand je parle des hommes qui ne peuvent pas être féministes, je parle des hommes cisgenres. Pour réduire, sachant qu'il y a des personnes non-binaires, trans, etc., peuvent féminiser. Voilà. C'était ma mini-précision. La parole est à la salle. Merci Stéphanie pour la conférence. J'aurais plusieurs questions. Je vais essayer d'en poser une clairement. Moi, j'adore, j'aime beaucoup la manière dont tu présentes les productions télévisuelles comme nous proposant un terrain conflictuel, un terrain hégémonique où se disputent plusieurs représentations en général, mais que quand on entre en plongée en regardant au plus près des séries ou la façon dont se construisent certaines représentations dans les séries au Québec ou au Canada récemment, ce que tu as fait, on voit qu'au sein des représentations même, on trouve quelque chose comme des conflits. C'est-à-dire que les représentations en elles-mêmes sont tiraillées ou présentent, comme tu le dis, des formes d'ambivalence. Je mentionne ça pas pour répéter tant ce que tu dis, que pour reprendre Massé, un auteur que tu mentionnais beaucoup au début de ta présentation, qui lui propose le concept ou l'idée de conformisme provisoire, qui est exactement de présenter la crise de la masculinité comme une nouvelle forme de à la fois revaloriser une masculinité hégémonique, puis donner l'impression, des fois donner vraiment des clés d'ouverture ou de diversité. On en a un conformisme provisoire là, qui s'installe, puis tout, il y a tellement d'exemples que tu as mentionnés, avec les clés vraiment intéressants qui est là. Donc ça, on le voit, c'est intéressant comme thème, mais ma question, c'est je sais bien que tu n'as pas regardé ça comme tel dans tes projets de recherche, mais vu que tu regardes tout avec cet œil-là, ou ce regard-là que tu as présenté, est-ce qu'on peut voir quelque chose, un positionnement différent entre ce qui se trame dans la télévision traditionnelle, ce qui se trouve sur les plateformes, puis ce qui émerge dans les web-séries, par exemple? Est-ce que le conformisme provisoire que tu as mentionné, il se présente partout ou il se présente de manière divergente selon les supports? Très bonne question. Et c'est vrai, merci d'avoir rappelé cette notion-là très importante d'Éric Massé, qui est le conformisme provisoire de la programmation, qui est effectivement une notion aussi que j'utilise dans mes travaux, que je n'avais pas mentionné ici, mais qui est tout à fait pertinente pour parler justement de cette tendance-là à vouloir modifier les représentations, mais d'une manière justement à relégitimer un certain ordre du genre. Et cette notion-là aussi, en fait, est très importante pour faire un lien, quand je parlais tout à l'heure avec cette rhétorique-là de la crise de la masculinité qui est très présente dans les séries. C'est tout à fait représentatif de ce conformisme provisoire de la programmation qui, pour Éric Massé,
signifie aussi que finalement les créateurs télé et les programmateurs et les producteurs finalement se basent sur des théories du social, se font des théories sur ce qu'ils pensent que les gens veulent voir, ce qui représenterait la société d'aujourd'hui, et là construisent leur représentation à partir de ça. C'est l'une des raisons finalement le conformisme provisoire qui explique pourquoi on parle autant de la crise de la masculinité blanche hétérosexuelle dans les séries. Effectivement, je vais répondre plus en témoignant un peu de mes interrogations actuelles parce que oui, j'y ai beaucoup pensé, puis c'est clair qu'il faut justement aussi tenir compte des différences en termes de plateforme. La télévision aujourd'hui, c'est plus juste la télévision linéaire et c'est surtout plus juste la télévision généraliste à laquelle justement Éric Massé faisait référence. Donc quand il parle de conformisme provisoire de programmation, pour lui, c'est la télé généraliste surtout qu'il a en tête, puis c'est elle finalement qui fonctionnerait de cette façon-là. Donc c'est vrai que sur les plateformes en ligne, donc les services de TPC comme Netflix, comme Amazon Prime, permettent techniquement des représentations différentes, proposent parfois des modèles alternatifs de masculinité qui se voudraient même subversifs sur certains aspects. Et il y en a des exemples, et souvent c'est ça aussi que Netflix met de l'avant. Netflix promeut aussi beaucoup comme une plateforme qui va valoriser la diversité sexuelle et de genre que la télévision traditionnelle n'a pas su mettre de l'avant. D'un autre côté, ce qui m'amène à ne pas être encore en mesure, je dirais, de statuer à savoir si les plateformes de streaming vont vraiment proposer autre chose, c'est ce regard macro-là qui fait en sorte que plus je regarde de séries, plus on regarde aussi les dynamiques de production, les stratégies de programmation qui se mettent en place, plus on se rend compte que oui, il peut y avoir certaines représentations ponctuelles qui se veulent assez différentes, assez alternatives ou subversives, mais ensuite, si on regarde le catalogue au complet, il y a quand même un mouvement de fond qui semble vouloir revaloriser des modèles hégémoniques qui sont assez similaires à ce que fait la télévision, notamment You, qui était une série qui, somme toute, avait été annulée par une chaîne de la télévision linéaire et que Netflix a repris en disant « ça va polariser les gens sur les réseaux sociaux, puis ça va être intéressant ». Et c'est un gros succès. Et même chose, on a trouvé sur les plateformes, par exemple, des représentations différentes, notamment plus de personnages issus de la diversité sexuelle, des personnages trans. Et en fait, ces représentations-là sont là et en même temps n'apparaissent pas encore majoritaires, ne sont pas si présentes que ça au sein de l'offre complète de la plateforme. C'est juste qu'elles sont souvent davantage discutées dans les médias parce qu'elles ressortent du lot. Et le fait aussi que ces séries-là soient parfois annulées, comme c'était le cas notamment de séries comme Sense8, qui se voulaient quand même, il y a eu certaines critiques notamment qui ont été adressées à Sense8, notamment par des chercheurs en théorie queer, mais il y avait quand même des aspects que beaucoup de gens reconnaissaient comme étant assez subversifs du point de vue de l'ordre du genre. Et c'est une série aussi qui a été rapidement annulée par Netflix parce que bon, ça coûtait trop cher, il n'y avait pas assez de gens qui regardaient. Donc je pense qu'on est dans un moment charnière pour le développement de la production télévisuelle sur le web. Il me semble un peu trop tôt encore pour statuer à savoir si ça va vraiment changer les choses. Je pense qu'il faut rester vigilant par rapport à la reproduction des rapports et du conformisme. Petite question, je peux me permettre. Il y a, tantôt tu as mentionné ça, je n'ai pas noté comment tu l'as mentionné, mais il y a cette idée qu'on entend dans certains écrits qu'au courant des, disons, 10 dernières années, les articulations de genre telles que représentées ou telles qu'on trouve dans les représentations télé vont de plus en plus loin. Puis là, c'est vraiment le cadre à partir duquel on filme pour faire la monstration de comment les identités sexuées, la masculinité se construit dans l'intime, dans la sexualité, puis on nous montre ça, on fait monstration de ces pratiques-là d'une manière explicite, puis d'une manière en termes de cadrage, tout ça qui est définitivement différente de ce qu'on avait il y a 15 ans. Je me demande si ça contribue, comment ça contribue à la discussion que tu fais tout à l'heure des représentations. C'est une très bonne question. Spontanément, je dirais tout le moins du point de vue des séries, et évidemment aussi comme je précise, c'est sûr qu'il y a quand même un biais, il y avait une certaine limite par rapport aux recherches que je faisais, puisqu'en décidant de s'attarder aux séries, mettant principalement en scène des personnages masculins, ça délimite bien évidemment aussi le type de représentation auquel on est confronté. Je dirais que cette représentation-là de l'intime, cette représentation-là de la sexualité notamment, dans les séries que j'ai analysées, quoique cette représentation-là soit plus explicite, me semblait pas, dans la majorité des cas, servir à bousculer, par exemple, un ordre hétérosexiste ou bousculer quelque chose du point de vue des visions des masculinités qui nous sont proposées.
Ceci dit, en même temps, je me dis, ce serait une belle question à relancer aussi finalement au groupe, s'il y en a qui ont regardé d'autres choses dernièrement qui leur semblent aussi peut-être être un contre-exemple, un exemple peut-être aussi de certaines potentialités en termes de changement des représentations. S'il y en a qui ont Parce que je viens de regarder Sex Education, justement, oui. je pose la question. Oui. Et effectivement, Sex Education en serait un bon exemple. Et en même temps aussi, lorsque je... Et bon, je sais, c'est pas évident. C'est une série que beaucoup de gens affectionnent, moi-même je l'affectionne, puis on peut à la fois aussi être dans une posture critique et reconnaître aussi qu'on a eu beaucoup de plaisir à la regarder. Pour moi, Sex Education est tout à fait aussi représentative de cette volonté-là, de cette ambivalence-là, où d'un côté, on essaie de promouvoir aussi une diversité sexuelle et de genre, mais en même temps, d'une manière aussi, on pourrait mettre beaucoup de photos promotionnelles de la série, où on met quand même prioritairement de l'avant, on reproduit un ordre de genre qui met surtout en évidence donc les personnages blancs, hétéros, cis, même, je dirais, d'un point de vue corporel, représentatif de la norme. Donc, on s'assure à la fois de pouvoir promouvoir la série à un large public et en même temps de se présenter comme étant, faisant l'apologie de la diversité. Donc, ces deux mouvements-là, techniquement, c'est une des séries Sex Education que j'avais en tête en écrivant ce paragraphe-là. J'ai pensé à mettre le poster dans mon PowerPoint. Finalement, j'ai pas eu le temps, mais je pense en effet que même là, et ça ne veut pas dire en effet que mon objectif n'est pas de dire qu'on est constamment dans une reproduction d'humain, mais qu'il y a effectivement des logiques complexes à l'œuvre, notamment aussi le rapport au corps. Donc, très peu encore de diversité corporelle dans nos séries. Et ça semble être un des points aveugles dans la manière de penser la diversité sexuelle et de genre actuellement. Moi, je veux bien poser une question. Même deux, s'il n'y a pas deux. J'ai une très très courte, parce que merci beaucoup Stéphanie, ça m'a vraiment fait plaisir d'écouter aussi en bonne sémioticienne. Il y a plein de choses qui viennent dans ma tête. Une question assez courte porte sur le fait que des chercheurs comme Edgerton et d'autres ont montré qu'après le 11 septembre 2001, ça a apporté en fait un changement de la façon de faire la fiction, que ce soit au cinéma et dans les séries télé, notamment par rapport à la question de la place du héros dans les séries qui en fait est complètement, qui n'est même plus dans une dualité d'identité mais complètement brisé, voire plus qu'hybride, hein, avec Nicholas Brody dans Homeland, puis d'autres séries, Dexter, on pense à toutes ces vieilles séries-là, mais Mad Men en fait partie aussi. Donc, est-ce que ça faisait partie de tes réflexions ou c'est peut-être aussi une piste pour revoir? C'est juste une curiosité, comme j'ai un peu travaillé sur le 11 septembre, ça me préoccupe toujours. Et la deuxième question est plus, moi ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était t'as pas besoin de le réouvrir, mais le slide sur les gros plans sur les visages et le corps. Et je m'étais posé cette question-là déjà aussi dans les propres recherches par rapport à l'événement médiatique et les représentations en fait constantes journalistiques qui sont dans une forme de mémoire-habitude. Je me posais la question, c'est-à-dire que là on est beaucoup dans la question des représentations et je partage complètement avec toi l'idée que les conflits, etc. peuvent se voir dans la diégèse, dans la narrativité, dans la façon de filmer, mais je me dis est-ce qu'il n'y aura pas une piste à voir parce que les images qu'on analyse, les représentations se passent à travers le mécanisme de filmer. C'est-à-dire que les personnes qui ont cette habitude-là, qui ont appris leur profession de filmer depuis des années, en fait, qu'est-ce qu'eux ils font pour finalement être dans cette reproduction-là? On revient aux questions de réification là aussi, donc, qui vient par la praxis. Peut-être c'est des pistes, c'est des questions que je me pose ailleurs sur ça, mais en gros, ça serait une prolongation un peu de ce que Stuart Hall a fait avec sa proposition très socio-sémiotique en quelque sorte, dans un de ses premiers textes. Donc ça, c'est quelque chose que je balance un peu pour la discussion générale, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'images là qui émergent, puis en fonction des plateformes et chaînes, etc., ça change évidemment. Et ce qui inclut une petite question indirecte, est-ce que depuis 2005, est-ce que tu as pu observer un certain changement dans la façon justement de filmer? Bon là, on t'avait donné des exemples des gros plans, mais aussi, par exemple, le corps d'autres identités de sexe ou de genre, etc. pour le faire. Pour répondre à ta première question, concernant, en lien aussi avec les textes de Edgerton, à savoir justement s'il y a un changement dans la manière de faire des fictions télé depuis le 11 septembre, oui, c'est effectivement un sujet sur lequel je me suis attardée dans le cadre de mes recherches.
puisque définitivement, le 11 septembre 2001 est un événement, évidemment, majeur dans l'histoire des États-Unis et qui a clairement eu une incidence. On peut sentir la conséquence de cet événement-là dans la manière de représenter les masculinités. En fait, ce qui ressort des recherches, c'est que ça a donné lieu à deux mouvements, on pourrait dire non pas contraires, mais complémentaires, c'est-à-dire d'un côté, justement, la valorisation de cette masculinité en crise, comme je disais, et notamment un des meilleurs exemples étant la série états-unienne Rescue Me, qui justement se concentre sur un groupe de pompiers qui ont directement intervenu durant le 11 septembre 2001 et donc qui sont tous victimes finalement de chocs post-traumatiques et on les suit. Donc on est vraiment dans cette réflexion-là. D'un autre côté, ce que ça fait particulièrement, je dirais, pour les réseaux généralistes, donc qui visent justement un plus large public, on a vu au contraire une revalorisation justement d'une masculinité hégémonique héroïque, donc qui a été interprétée justement comme ce qui serait un peu le signe d'un besoin de la population américaine suite au 11 septembre 2001 de revaloriser justement des modèles de masculinité, donc de retrouver une forme d'héroïsme justement, surtout dans un contexte où on met surtout, ce sont surtout des hommes qui représentent finalement les forces de l'ordre ou notamment aussi particulièrement des policiers et qui sont donc finalement aussi intervenus dans le cadre de cet événement-là et qui sont représentés justement dans les séries télé comme étant ce signe-là d'un besoin de revaloriser justement un modèle de masculinité hégémonique beaucoup plus clair et non conflictuel après le 11 septembre. Donc on retrouve vraiment les deux. Ça me semble vraiment évident. Du point de vue, par ailleurs, est-ce qu'il y a des changements dans la façon de filmer? Oui. Bon, évidemment, il y a toujours le principe qu'il y a moyen d'amener des contre-exemples, parce qu'évidemment, la production télévisuelle est extrêmement vaste. Mais ce qui me semble quand même évident, pour avoir comparé aussi avec plusieurs séries télé dans les décennies précédentes, une des différences notamment, c'est l'augmentation du gros plan. Donc la télévision, oui, a toujours été reconnue comme le média du gros plan, mais on en fait davantage justement donc, de gros plans ou de très gros plans sur le visage des hommes. Donc il y a clairement quelque chose là. Mais qui doit quand même aussi, je dirais, être mis quand même aussi en contexte. Ça, en effet, je ne l'ai pas mentionné, mais ces gros plans-là, donc qui sont effectivement plus présents, sont quand même presque toujours dans des contextes, inscrits dans des scènes qui concernent la vie privée des hommes. Et ça, pour moi, ce que j'avais fait ressortir dans mes recherches, c'est que c'est aussi un aspect très important à prendre en compte, puisque oui, on montre davantage justement l'expression de la vulnérabilité et des émotions des hommes, mais ce qu'on nous suggère aussi toujours, c'est que cette mise en scène-là doit se faire dans un contexte privé, donc quand l'homme est seul, lorsqu'il est chez lui, donc à l'abri du regard des autres, à l'abri aussi finalement du regard de ses pairs, donc dans le milieu professionnel. Donc ça nous dit quelque chose finalement quand on tient compte de la mise en scène plus globale dans laquelle ça s'articule. Et sinon, une autre, je dirais, différence, un changement de manière, je dirais, non pas peut-être de filmer, mais dans, je dirais, les stratégies narratives et les astuces de montage qui ont pris de l'importance depuis 2005. Les scènes oniriques et les scènes imaginées dont je parlais se sont vraiment multipliées. C'est vraiment un ressort narratif et qu'on utilise, oui, parfois pour les femmes, mais vraiment plus pour les hommes. Après en avoir regardé beaucoup, je dirais c'est même devenu un peu une blague quand il y a des gens qui regardent des séries avec moi. Je fais bon, ça y est, encore un homme qui imagine quelque chose. Donc ils voient tous des gens, ils hallucinent beaucoup. Donc on essaie toujours finalement de trouver un moyen de matérialiser, d'illustrer le trauma ou les pensées des hommes, mais toujours d'une manière qui va être différente des femmes, puisque ce qu'on nous montre finalement en présentant ces scènes imaginées-là, c'est que ces hommes-là ne seront pas appelés à exprimer ces émotions-là en public et en parler aux autres. Ils vont les vivre seuls, ils vont imaginer des choses, ils vont halluciner. Et nous, le téléspectateur, on est le témoin privilégié de cet état d'esprit-là. Donc, mais c'est vraiment, pour moi, c'est toujours ponctuel. Il n'y en a pas beaucoup. Ça prend peu de temps dans l'économie générale d'une série, mais les scènes imaginées puis les scènes oniriques se sont vraiment multipliées, définitivement. Question? Oui. Je voulais revenir justement par rapport à cette multiplication des gros plans. Moi, je pensais d'une part aussi le fait qu'on regarde les séries télé peut-être aussi de plus en plus sur des écrans de plus en plus petits. Je ne sais pas si ça a aussi un impact. Sûrement. Mais moi, je pensais au niveau idéologique puis au niveau politique. Depuis 2001, justement, il y a eu les attentats du 11 septembre et il y a eu un changement dans la politique américaine parce que l'hégémonie culturelle américaine fait que c'est pratiquement que des séries produites par des producteurs américains. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette influence justement politique? Parce qu'à partir de 2001, les États-Unis ont pris une position de faire un travail assez sale
Et il y a comme ça se répercute aussi sur la production culturelle. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as pu voir dans tes études dans ces séries-là, prendre justement le contexte politique et idéologique et voir comment ça se répertorie au niveau culturel. Oui, ben, définitivement, je dirais, sans m'y être attardé peut-être autant qu'à d'autres facettes, c'est clair aussi que le contexte politique aux États-Unis explique en partie. En même temps, c'est un des facteurs explicatifs et non pas le seul, ou en tout cas, sans dire explicatif, mais un des facteurs d'influence, puisque comme on a vu, par exemple, il y a quand même des différences du point de vue des représentations, mais il y a quand même aussi plusieurs tendances narratives qui sont reprises même ici au Québec ou au Canada anglais. Donc, dans un contexte politique aussi, somme toute, différent. Donc, il y a quand même aussi, finalement, des influences transnationales, mais c'est clair que le contexte politique, il joue pour quelque chose, et notamment aussi parce que on pourrait faire des parallèles avec d'autres études qui ont été réalisées concernant la représentation des hommes dans les médias de masse à d'autres époques. Je pense notamment, en fait, aux travaux de Susan Jeffords, qui a travaillé dans les années 80 à montrer comment l'arrivée au pouvoir de Reagan, le reaganisme, le thatchérisme a aussi contribué à revaloriser un modèle de masculinité musclée, virile, qui se voulait finalement une contestation des modèles, justement, notamment du modèle du Newman, qui avait fait son apparition dans un contexte de revendication féministe dans les années 70. Donc, clairement, on ne peut pas dissocier ces représentations-là du contexte sociopolitique, définitivement. Je crois qu'il y avait deux autres interventions. Oui, rapidement. En fait, simplement, je me demandais comment sélectionnes-tu les séries à partir desquelles tu travailles. Ensuite, j'ai vu, en fait, qu'il y a des exemples américains, québécois. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe des différences, en tout cas des spécificités propres au contexte québécois dans les discours et représentations des masculinités? Puis ensuite, il y a une émergence, je dirais, au Québec, de séries où il y a moins d'hommes dans les rôles principaux. En ce moment, je regarde Féminin, produit par Chloé Robichaud, où on met en scène des couples de femmes lesbiennes qui interagissent dans Montréal et où il y a un discours porté sur les masculinités qui ne vient pas des hommes eux-mêmes, mais des femmes. Donc, c'est intéressant. Est-ce que tu te penches sur ce genre de web-série ou série? Définitivement. Je dirais je me suis surtout concentrée, non pas en fait techniquement aux web-séries, donc finalement les formats courts de fiction qu'on trouve sur le web, mais davantage, je dirais, ce sur quoi je me suis concentrée pour l'instant, parce que je ne peux pas tout regarder, il y en a tellement, mais je me suis surtout concentrée finalement sur les séries, donc les formats longs de séries qui commencent justement à se multiplier sur le web, donc les séries originales, mais qui sont vraiment conçues pour être distribuées sur un service de TVC comme Netflix, Amazon ou Club Illico ici, et qui évidemment peuvent dévier du point de vue des représentations par rapport à ce qui est, à tout le moins certains aspects par rapport à ce qu'on proposait sur la télévision traditionnelle et linéaire. C'est sûr, mais en fait aussi, comme je me suis intéressée aussi beaucoup dans le cadre d'autres recherches à la représentation des femmes et les discours des femmes dans les séries. Alors, effectivement, c'est quand on croise tout ça, qu'on arrive donc avec ce magma de données-là, qu'on peut voir aussi toute la complexité et les liens entre ces représentations-là, puisque effectivement, dans les séries mettant principalement en scène des femmes, oui, parfois il peut y avoir des discours différents, mais aussi parfois des discours très normatifs sur la masculinité qui sont reproduits, et notamment aussi des discours où ce sont les femmes elles-mêmes, je pense notamment dans Grey's Anatomy, où un homme, justement, un de ses collègues, aime beaucoup les enfants, il se met bien en regardant un enfant, puis elle fait « Oh, you're such a woman », comme si nécessairement... donc, on revalorise aussi parfois des conceptions des visions très normatives des genres, une vision très binaire des genres aussi, même dans ces productions-là. Donc, ce que j'essaie de faire, mais bon, ça va être le travail d'une vie, mais de voir aussi comment tout ça s'imbrique. Comment je choisis les séries? Je dirais de manière générale, j'essaie d'y aller, évidemment avec... Il y avait la nécessité du critère en termes de prédominance des hommes dans les séries que j'analysais, mais je vais aussi beaucoup en fonction de la popularité, de la visibilité de ces productions-là. Donc, je dirais qu'il y a toujours une nécessité, lorsqu'on construit son corpus, surtout quand on travaille sur des corpus larges, d'essayer finalement d'y aller, en regardant par exemple de quelle série on parle, que ce soit finalement sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière plus générale, les séries dont les journalistes parlent, dont les chercheurs parlent, et d'essayer de prendre en compte ça. Donc, j'essaie autant que faire se peut. Ensuite, il y a toujours des choix, il y a toujours une part de subjectivité, on n'y échappe pas, mais j'essaie de faire en sorte que mon choix de corpus soit toujours pensé de manière un peu à travers une forme de contribution collective. Quand notamment j'ai travaillé pour ma thèse, ce que j'ai fait aussi beaucoup, c'est questionner mon entourage sur ce qu'ils regardaient. Et souvent, en fait, c'est très très simple. Tu travailles sur quelque chose comme ça, la culture populaire. Ah, je travaille sur la représentation des hommes dans les séries.
ça arrivait presque invariablement et je me disais « Ah, faut que tu regardes ça! Ah, faut que tu regardes ça! » Et en fait, je notais ces séries-là et ça a contribué à constituer mon corpus. Finalement, très rapidement, est-ce qu'il y a des différences par rapport aux séries au Québec? Oui, définitivement. Sans aller dans les détails, je dirais qu'il y a quand même une distinction qui m'était apparue assez évidente, c'est-à-dire une représentation, je dirais, plus emphatique de la vulnérabilité et de la sensibilité masculine dans les séries télé. Bon, notamment avec les personnages interprétés par Claude Legault dans les séries québécoises, où je dirais, c'est pas une différence radicale, mais une différence en termes de degré. Il y a quand même en fait une tendance à valoriser ça davantage ici. Ce qui fait en sorte, par exemple, que le Code 19.2 est très intéressant, puisque quand on a fait un remake pour le Canada anglais, on a quand même modifié cette représentation-là de la vulnérabilité et de la sensibilité masculine. On l'a diminué, on l'a contenu, et on a surtout fait en sorte que dans les mêmes scènes, les personnages principaux masculins avaient tendance à être davantage capables de contrôler leurs émotions dans la sphère publique. Donc ça, c'est extrêmement parlant du point de vue de nos modèles. Donc, en ce sens-là, on a souvent des modèles plus sensibles et vulnérables au Québec, qui s'accompagnent souvent de conjointes qui, elles, sont extrêmement fortes. Je dirais un des enjeux, et qui n'est pas propre au Québec, mais qui est très, très visible au Québec, c'est cette tendance-là à vouloir construire toujours une vision très oppositionnelle des genres. Les hommes sont rendus faibles, ne savent plus qui ils sont en crise existentielle. Et les femmes, au contraire, vivent dans une société post-féministe où elles ont le contrôle, où elles sont en situation de pouvoir, où elles ont une capacité, donc aussi une forme de maturité émotionnelle. Et on joue sur ce renversement des stéréotypes. Donc, au bout du compte, ce qu'on construit, c'est des contre-stéréotypes. Mais ces contre-stéréotypes-là, oui, proposent des visions différentes des genres, mais contribuent par le fait même aussi à conforter une vision très binaire. Donc, si les hommes changent, les femmes vont nécessairement dans la position inverse. Donc ça, c'est un des aspects qui m'avait semblé le plus évident quand je regardais, surtout quand on regarde des corpus comme ça larges, ça ressort. Oui, vas-y. J'ai l'impression que les séries présentées viennent de gros joueurs, quand même. Et je pense que changer les représentations dans les séries des gros joueurs, c'est quand même quelque chose qui est très, très difficile. Puis une autre avenue qui a été utilisée, c'est de créer une chaîne purement de contenu LGBTQ, comme le site Rêverie. C'est une autre approche. Est-ce que vous pensez que ça pourrait créer une espèce de désengagement des gros joueurs en se disant que il y en a d'autres qui s'occupent de ça, et donc la communauté LGBTQ ou de milieux plus différents vont se créer leur propre réseau, puis ils vont décider de se regrouper là, et les gros joueurs vont se désinvestir complètement, puis se dire, nous, on parle aux Nord-Américains blancs, puis c'est tout. Ça peut définitivement être un risque. J'oserais pas prédire que c'est exactement ce qui va se passer, mais c'est clair que ça reste une problématique et ça reste un risque que j'avais d'ailleurs aussi soulevé dans mes recherches. Donc, effectivement, oui, les séries que j'ai regardées, c'est des séries de gros joueurs, c'est des diffuseurs, soit généralistes ou des chaînes câblées extrêmement populaires et puissantes aux États-Unis comme HBO, comme FX, comme AMC. C'est vrai que où on peut trouver justement des représentations alternatives, voire subversives, ou une volonté justement de dénaturaliser l'ordre de genre, c'est souvent aussi quand on va dans les plateformes alternatives, notamment celle que tu as mentionnée, que je ne connaissais pas, mais sinon on pourrait penser aussi à la plateforme Open TV aux États-Unis, qui a vraiment décidé de concentrer ses séries autour de la reproduction dans une visée très intersectionnelle, mais de la diversité sexuelle et de genre. C'est une plateforme que très peu de gens connaissent, puisqu'elle est alternative, c'est beaucoup du sociofinancement, donc on est dans un modèle différent, mais qui permet par ailleurs aussi de proposer quelque chose de différent. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, il peut y avoir un risque de désengagement des joueurs. Pour moi, il faut, ce qui amène justement à être vigilant, puis à justement reconnaître qu'en tant que téléspectateur, on doit avoir cette vigilance-là aussi et d'exiger des diffuseurs de représenter cette diversité-là, parce que c'est sûr que la multiplication de l'offre, la multiplication des plateformes peut amener justement ce désengagement-là en se disant, il y a toujours une possibilité d'aller trouver ces représentations-là ailleurs. C'est un peu ce qui s'était passé, selon moi, lorsque les chaînes câblées aux États-Unis se sont lancées, elles aussi, dans la production de séries originales. Il y avait évidemment déjà des revendications, des demandes, des pressions pour une représentation d'une plus grande diversité sexuelle et de genre dans les médias. Les réseaux généralistes avaient commencé à en prendre un peu compte, bien sûr, de manière prudente, mais ont commencé à en intégrer. Et ce qui est arrivé lorsque les chaînes câblées comme HBO, Showtime se sont lancées dans la production originale, cette diversité sexuelle et de genre-là, même si elle n'est pas omniprésente sur ces chaînes-là, mais ces représentations-là alternatives ont beaucoup migré sur ces chaînes-là.
Et au bout du compte, ça amène un enjeu puisque ces chaînes câblées-là ne sont pas accessibles à l'ensemble de la population. Ce sont des chaînes qui visent surtout aussi des gens bien nantis. Aux États-Unis, notamment les gens qui ont HBO, qui gagnent souvent plus de 100 000 $ par année. Donc, ça s'adresse à un public très spécifique et ça amène cette vision-là que, en quelque sorte, la diversité sexuelle et de genre ne devra pas être quelque chose, ne devra pas être accessible à l'ensemble de la population, mais devrait simplement être un service auquel les gens qui veulent, que les gens qui s'intéressent vont pouvoir avoir accès. Et même chose, depuis que Netflix est arrivé, ben, ce qu'on voit sur les networks, c'est que la diversité, en tout cas à tout le moins aux États-Unis, n'est pas si présente parce qu'on se dit, ben, ceux qui veulent voir de la diversité vont la voir ailleurs. Notamment, les personnages trans sont encore, somme toute, très peu présents sur les réseaux généralistes parce qu'on se dit qu'ils sont ailleurs. Donc, c'est un enjeu, le désengagement des gros joueurs qui est fondamental à prendre en compte. Ouais. Une dernière question. Donc, vous êtes paralysé par le fait qu'il est... Et qu'on a faim. Il est 30 points. On va te remercier, hein, encore une fois. Je pensais pas qu'il était 8h33. Donc, la prochaine fois, c'est le prochain séminaire, 21 février, toujours un vendredi, au pavillon Paul Gérard-Lajoie, N7050. On va aborder alors, un tout autre comment dire, thème, hein, puisqu'il s'agit des questions éthiques d'un point de vue théorique et pratique à l'épreuve de la crise écologique. Avec Catherine Larère, qui est professeure émérite à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Lucie Sauvé, qui est professeure titulaire ici même à l'UQAM, en éducation relative à l'environnement. Voilà, merci encore, merci à vous deux, encore une fois, et puis donc rendez-vous le 20.